Ça tourne, Alex? Oui. Salut, c'est Super Nounours qui vous fait des bisours. Alors aujourd'hui, je vais appeler... il s'appelle comment déjà? Attendez. Il s'appelle Louis, il est de Marseille. Je vais l'appeler, il regarde nos lives depuis super longtemps. On l'appelle tout de suite. Allô? Salut, c'est Super Nounours. Je te fais des bisours. C'est No Life. Salut. Ça va? Oui. Alors, tu m'as envoyé un mail comme quoi il fallait que je t'appelle. Alors, bah voilà, c'est No Life, t'es en direct. Oui. Oui, tu regardes la chaîne depuis longtemps? Tu aimes bien No Life? Oui, j'aime bien No Life. D'accord. Tu fais quoi dans la vie? J'ai plus de travail. D'accord. Très bien. Et là, tu vis avec ta copine? Non, j'ai pas de copine non plus. D'accord. Alors, j'ai vu que tu m'as dit que tu m'as envoyé un mail parce que t'as peut-être envie de revoir une émission. T'as un truc à dire? Allô? Oui? Oui. T'as un truc à dire sur No Life? Non, j'ai rien à dire. Je m'appelle Grégory Binet, tout le monde s'en fout. Je vais mourir en direct. Tu m'avais dit que tu t'appelais Louis pourtant? Allô? Allô? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bonjour messieurs, c'est le lundi. Le lundi, ça craint parce que c'est la sortie du week-end et que franchement, souvent c'est dur, surtout le dimanche. Donc on va essayer de vous donner du baume au cœur avec un formidable 101%. Dont je vous narrerai le sommaire juste après, vous expliquer que je suis en ce moment en 50 images secondes. Et ça, c'est une information capitale pour la compréhension et la suite de ce 101%. Donc maintenant, le sommaire, on va faire une critique de jeu sur Murasama de Demon Blade. On va suivre avec Oscillation et évidemment Hidden Palace. Only the holder of the dagger is aware of what's happened. How did you do that? Attendu pour le 26 mai 2010, le film Prince of Persia, Les Sables du Temps bénéficie enfin d'un premier trailer. Malgré un titre assez évocateur puisqu'il porte le nom de l'un des épisodes de la série, ce long métrage semble contenir des éléments tirés d'un peu tous les volets de la saga. Dans les crédits, on aperçoit d'ailleurs le nom de Jordan Mechner, créateur de la franchise POP, qui a travaillé sur le film. Quelle est sa réelle part d'implication dans celui-ci? On ne sait pas vraiment, mais cela peut donner une première indication quant à la fidélité de cette adaptation à l'œuvre originale. En revanche, ce qui est certain, c'est que le film a bénéficié d'un vrai travail au niveau du traitement de son image. Pour indication, le réalisateur se nomme Mike Newell et a signé des films comme 4 mariages et un enterrement, ou encore Harry Potter et la Coupe de Feu. Quant aux acteurs, dans le rôle principal, celui du prince, on trouve Jake Gyllenhaal, que l'on a déjà pu apercevoir dans Le Jour d'après ou dans Le Secret de Brokeback Mountain. La princesse Tamina sera quant à elle jouée par Gemma Arterton. Notons enfin que ce film possède de faux airs de Pirates des Caraïbes, version Conte des Mille et une Nuits. Pas franchement étonnant puisqu'il est produit par Disney et Jerry Bruckheimer. La doublette qui officiait déjà sur la trilogie, mettant notamment en scène Johnny Depp. It's time. We have to get out of here. Pour prolonger le plaisir Street Fighter 4 ou tout simplement pour se dégourdir les doigts, ce petit gadget en forme de mini-contrôleur arcade est idéal. Il existe déjà 4 modèles au Japon, Ryu, Ken, Dalsim et Chun-Li. Évidemment, l'intérêt du truc, c'est qu'il est possible de faire tous les coups spéciaux du perso et d'entendre le résultat par le petit speaker. When destiny robs you of the things you love most. À l'heure où les point and click semblent peiner à séduire les joueurs,
Runaway s'affirme comme une exception. Grâce à un humour décapant, à une histoire sympathique, à des personnages charismatiques et un style graphique singulier, les 2 premiers épisodes avaient fait leur petit effet. C'est donc avec plaisir que l'on s'apprête à accueillir le 3e épisode de la série, sous-titré A Twist of Fate. L'histoire met toujours en scène Gina et Brian. Ce dernier semble d'ailleurs être devenu fou. C'est tout du moins ce que les rumeurs affirment. Il aurait même tué quelqu'un lors d'une crise de folie aiguë. Évidemment, Gina n'en croit pas un mot et elle va donc tout faire pour le retrouver et prouver son innocence. Sorti le 26 novembre prochain. Focus Interactive and Pendulo Studios present an adventure with a happy ending. Runaway, a twist of fate. C'est rigolo, hein? Je suis en train de saccader, mais pourtant ma voix reste complètement fluide. C'est étonnant, hein? Et oui, c'est une histoire de framerate. Sachez que je suis à 1 image par seconde en ce moment pour vous présenter la critique tout de suite. La presse spécialisée jeux vidéo et la critique en particulier comportent parfois des devoirs, comme celui de soutenir des productions atypiques destinées à des marchés jugés de niche dans des genres souvent balisés et old school. Surtout quand une telle production sort en plein mois de novembre sur une plateforme telle que la Wii, noyée au milieu d'une myriade de titres plus ou moins casual, surfant sur la grande tendance coaching de la plateforme Nintendo. Surtout aussi lorsque le distributeur français du jeu en question, Namco Bandai Partners, donne la priorité au niveau marketing à son catalogue de jeux comprenant Tekken 6 et pas moins de 3 titres Dragon Ball Z. Bref, afin de lutter contre ce contexte on ne peut plus défavorable, parler de Muramasa The Demon Blade n'est plus une option, mais un devoir. Je sais, ça paraît un peu pompeux dit comme ça, mais vous allez voir que la dernière production du studio japonais Vanillaware mérite amplement une telle introduction. Ce studio, fondé en 2002, s'est fait une spécialité des jeux 2D avec des titres tels que Princess Crown sur Saturn, ainsi que Odin Sphere et Grim Grimoire sur PlayStation 2. Avec Muramasa The Demon Blade, une exclusivité Wii, ils poursuivent leur travail dans le domaine avec un jeu au look 2D sublime, intégrant néanmoins pas mal de 3D, mais de façon quasi invisible. Beat'em all, matinée de RPG influencée graphiquement par l'ukiyo-e, un courant artistique japonais intégrant les estampes gravées sur bois, ce titre est un véritable coup d'estoc au cœur. Muramasa se décompose en 2 histoires distinctes, mais néanmoins connectées. Lorsque vous lancez le jeu, il est ainsi possible de choisir entre 2 personnages proposant chacun une aventure unique se déroulant dans le même monde, les mêmes niveaux, même si l'ordre de ces derniers ainsi que les boss sont différents. Ces personnages sont Kisuke, un jeune ninja amnésique, et la princesse Momohime. Tous 2 sont des guerriers hors pair, des experts en maniement de l'épée. Ils seront amenés à trouver sur leur chemin de nombreuses créatures mythiques du folklore japonais, les yokai, ainsi que toute une flopée de démons et de divinités. Les amateurs de monstres seront ravis de croiser sur leur route des kappas, popularisés récemment par le dessin animé Un été avec Kou. Des tengu, les démons à long nez, ou encore les kitsune, ces renards polymorphes capables de prendre apparence humaine qui serviront ici de guide aux joueurs. Muramasa constitue une véritable plongée dans un Japon fantastique où le joueur peut s'octroyer une pause régénératrice dans une source d'eau chaude ou s'arrêter dans des petites auberges japonaises afin de déguster une multitude de plats typiques. Les fous de Japon seront tout simplement aux anges. Muramasa est un jeu fonctionnant à plusieurs niveaux. Jouissif, il propose d'avancer sur un plan 2D de gauche à droite et parfois de haut en bas, pour récupérer des orbes, des items cachés et déclencher des phases de combat. Les ennemis apparaissent en effet uniquement si le joueur traverse certaines zones. Il est ainsi tout à fait possible de franchir plusieurs écrans sans déclencher le moindre combat si l'on ne saute pas un peu partout.
Les combats proposent d'user d'une grande variété de coups, ce titre étant jouable à la manette classique, à la manette GameCube ou au combo Wiimote Nunchuk. Mais ne vous attendez pas à devoir réaliser des QTE à l'aide de mouvements de Wiimote. La jouabilité de Muramasa est classique et il serait même plus juste de dire qu'elle est old school. Pour se battre, le personnage incarné peut switcher entre 3 épées qu'il aura préalablement équipées dans son inventaire. Ces épées rentrent dans 2 catégories distinctes, les Swords et les Long Swords, ces dernières étant plus puissantes mais également plus lourdes à manier. Il est possible de déclencher des super attaques si on change d'épée en cours de combat au moment où cette dernière clignote, c'est-à-dire une fois un certain nombre d'âmes collectées. Chaque épée propose de plus une attaque spéciale unique faisant usage de la magie. Mais utiliser l'une de ces attaques endommage l'épée. Cette dernière peut en effet se briser pour se régénérer automatiquement mais lentement. Il faudra donc faire attention à son état pour ne pas se retrouver à poil face à un boss pendant 1 minute, à sauter partout avec 3 épées brisées et ses yeux pour pleurer. Un système de compte sert également à briser les armes de certains de ses adversaires, ce qui permet justement de ne pas trop endommager ses propres épées. Les combats sont donc aussi riches que spectaculaires et il serait difficile de faire ici l'inventaire de tous les coups disponibles. À vous de les découvrir. Mais Muramasa n'est pas seulement un beat'em all et intègre aussi de nombreux éléments de RPG. Le personnage gagne ainsi en expérience pour voir son niveau d'énergie augmenter, tout comme un certain nombre de ses caractéristiques telles que la force et la vitalité. Ces dernières définissent d'ailleurs son aptitude à porter certaines épées, des épées qu'il faudra gagner en terrassant des boss ou tout simplement en les forgeant. En tout, plus d'une centaine d'épées peuvent être collectées et forgées sur une énorme arborescence cumulant les armes des 2 personnages. Certaines épées ne pourront ainsi être créées qu'une fois le jeu fini avec les 2 persos. Le maître mot ici est Power Gaming. Si on a envie d'avancer dans le jeu, c'est en grande partie pour débloquer des sabres toujours plus puissants et découvrir leurs attaques spéciales. Le jeu est d'ailleurs conçu pour que le joueur débloque avec régularité de nouvelles choses. Une épée, un niveau, un accessoire, un boss secondaire, etc. Un peu comme si une carotte polymorphe était censée s'agiter devant le nez du joueur qui, du coup, a bien du mal à lâcher la manette. Mais la partie RPG ne se limite pas aux épées et aux compétences de base du personnage incarné, pour toucher la gestion de son inventaire. Il est ainsi possible d'acheter des cartes, divers accessoires boostant ou modifiant les capacités de son perso, mais un seul et unique accessoire peut être porté à la fois, et enfin, des ingrédients de cuisine. Et oui, il est possible de se faire à manger afin de booster son spirit. Certains plats peuvent également être stockés afin d'être mangés plus tard, histoire de remonter son énergie face à un boss un poil agressif. Un système de jeu complet donc, prenant les bases du RPG pour construire un beat'em all totalement addictif. Muramasa The Demon Blade est d'abord un gros Mawashigari visuel. Le jeu est de toute beauté et propose des décors animés sur plusieurs plans, ce qui leur donne une véritable profondeur. Inspiré par l'esthétique des estampes, la découverte d'un nouveau décor est un plaisir en soi, et il est difficile de résister à l'envie de traverser et retraverser les niveaux, simplement pour voir courir son personnage, les cheveux au vent et la main sur le fourreau au milieu des roseaux. Ça tombe bien, parce que le jeu vous demandera justement de faire d'incessants allers-retours dans les niveaux, la possibilité de se téléporter n'étant activée qu'une fois le jeu terminé une première fois. Ceci peut éventuellement agacer certains joueurs, mais comme on vient de le dire, le jeu est trop beau. On pourra aussi reprocher à Muramasa un côté répétitif. Finalement, on ne fait qu'avancer, sauter comme dans un jeu de plateforme pour grimper sur les branches d'un arbre à la recherche d'âmes, et sortir son sabre de son fourreau afin de charcuter les vagues d'ennemis aléatoires. Mais le gameplay est suffisamment riche et la maniabilité si agréable que l'on ne s'ennuie pas. D'autant plus que 3 niveaux de difficulté sont proposés, l'un d'eux obligeant le joueur à parer et à se la jouer technique, tandis que le plus facile prend l'apparence d'un joyeux défouloir. La durée du titre Vanillaware, enfin, dépasse la 30aine d'heures de jeu, ce qui est plus qu'honnête. Bref, si vous aimez le Japon ou les beat'em all, ou si vous adorez débloquer et collectionner des trucs, Muramasa devrait vous plaire. Mais ce serait oublier le fait que ce titre est une exclusivité, oui. Et vu le manque de titres gamers de la machine, autant dire que Muramasa s'impose finalement comme un achat indispensable. C'est fatigant d'être à une image seconde, hein. J'ai l'impression que ça manque de rock'n'roll. On n'a qu'à passer en 12. 12 images secondes. Voilà. On est dans la référence, comme dans les animés japonais de la vieille époque, il me semble. D'ailleurs, on reparlera de Memories. 12 images secondes, c'était rigolo parce que c'était un faux 24. Ah, vous avez bien eu, hein. Allez, on regarde Oscillation ou pas? Ouais. En 12 images secondes ou en 25? Ou en 50? Ou en 1? Je pense que ce sera du 50.
Dans un précédent épisode d'Oscillation, nous avions abordé les thèmes de 5 des personnages de Street Fighter 2, jeu de combat sorti en 1991 sur borne d'arcade et en 1992 sur Super Famicom. Quelques-uns d'entre vous m'ont demandé de consacrer un deuxième épisode au jeu. Et en effet, les compositeurs Shimomura Yoko et Abe Isao ont créé un thème musical unique pour chacun des 12 personnages présents dans la version Champions Edition. Il serait dommage de se contenter de n'en voir que 5. Voici donc les thèmes musicaux de Edmond Honda, Blanka, Dhalsim, Balrog alias Mike Bison et Vega alias Balrog. Pas facile de s'y retrouver ? Je vous explique. Pour des raisons de droit et d'esthétique, les noms de 3 personnages du jeu ont été intervertis aux États-Unis et par conséquent chez nous. Mike Bison, le boxeur américain basé incontestablement sur le personnage de Mike Tyson, devient ainsi Balrog aux USA. Balrog, le combattant espagnol narcissique, devient Vega, et Vega, le général Yuri Tchekhov et l'un des boss de la série, devient Mr. Bison. Ainsi, tout risque d'un procès avec le vrai Mike Tyson était évité. Plongeons-nous maintenant dans la musique. Voici le thème de Honda, le sumo japonais. Pour ce personnage représentant l'un des sports les plus appréciés au Japon, les compositeurs ont choisi une musique parfaitement traditionnelle. Les gammes pentatoniques anciennes se mélangent ici avec des instruments classiques de la musique japonaise. Des percussions de tout genre, des cordes pincées et des flûtes. Contrairement au thème de Ryu, le thème de Honda ne comporte aucun élément occidental. Blanka est un petit garçon devenu sauvage après s'être perdu dans la jungle brésilienne suite à un crash aérien. Inutile donc de chercher dans son thème musical le moindre élément brésilien. Au lieu de ça, nous pouvons entendre une musique au rythme préhistorique, représentant sans aucun doute le côté sauvage du personnage. À l'image de Destin de Blanka, la mélodie est agitée, tordue et un peu tragique. Dhalsim est un yogi pacifique hindou qui participe au tournoi Street Fighter pour gagner de l'argent pour son village. Son thème reflète parfaitement ses origines. Outre l'utilisation d'instruments exclusivement issus de la tradition musicale indienne, on peut aussi y percevoir un traitement harmonique et mélodique typique de ce pays. Si vous écoutez bien, vous allez entendre que la note à la base de chaque section reste toujours la même. On appelle cela une pédale harmonique, signifiant que d'après la perception occidentale, l'harmonie du morceau ne bouge pas. Viennent ensuite se poser sur cette pédale harmonique des lignes mélodiques chantantes et à caractère oriental. Avec le thème de Mike Bison, alias Balrog, le boxeur américain, on revient dans un style musical beaucoup plus contemporain. Difficile de dire beaucoup sur ce thème car il ressemble beaucoup à celui de Ken. Des percussions très régulières et un peu brutes soulignent sans doute la nature du personnage. Et finalement, le thème de Balrog, le combattant espagnol élégant et narcissique appelé Vega chez nous. Même les joueurs les moins attentifs ne sont certainement pas passés à côté du caractère hispanisant de cette musique. Il est donné aussi bien par l'accompagnement que par les mouvements mélodiques. Mais comment se fait-il que l'on associe ces deux éléments à l'Espagne ? L'explication est très simple. Pour créer le thème de Vega, les compositeurs Shimomura Yoko et Abe Isao se sont basés sur un morceau très célèbre. Il s'agit d'un passo doble composé en 1925 intitulé España Cañí. En voici un petit extrait dans une version orchestrale.
Cette danse espagnole par excellence sert depuis toujours aux compositeurs pour évoquer un caractère hispanisant. Un choix presque trop facile pour le thème de Vega. Malgré cela, et après avoir vu les thèmes de 10 personnages de Street Fighter 2, on ne peut que rester admiratif devant l'inventivité de Shimomura Yoko et Abe Isao dans ce volet de la série. Pour un jeu de combat dominé par les bruitages, et où les joueurs restent surtout concentrés sur l'action à l'écran, les compositeurs n'ont pas choisi la facilité et ont ainsi créé une bande originale digne de rester dans l'esprit des joueurs. Alors le 12 images secondes, c'est donc quasiment une image sur deux par rapport à la vitesse de défilement normale. Très utilisé dans les clips des années 80. Tout à fait, et aussi très utilisé dans les dessins animés japonais, ne l'oublions pas. Et certains réalisateurs ont eu des superbes astuces d'animation, notamment dans Memories, je vais vous en parler juste avant, de Katsuhiro Otomo. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu l'idée d'animer d'abord les personnages, puis le décor en décalé. Ce qui faisait qu'à chaque image, il y avait quelque chose qui bougeait. Incroyable, non ? Donc maintenant, je passe en mode cinéma, je suis en 25 images secondes, ce qu'on appelle aussi le 25p, donc le mode progressif. Alors les puristes diront, mais quoi, le cinéma c'est pas 24 ? Si, les puristes peuvent le dire, forcément le cinéma c'est du 24, mais à la télévision ça devient du 25. Au même titre qu'aux États-Unis c'est du 30 images secondes. Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. À l'heure actuelle, quand on parle de Konami, on pense tout de suite à PES ou encore à Metal Gear Solid. Et pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Si dans les années 80, Konami était synonyme de shoot ou de jeu de sport pour les joueurs arcade ou console, il était synonyme de pingouin pour les possesseurs de MSX. Car bien avant Solid Snake, ce n'était pas Pentaro qui représentait Konami, mais toute sa famille. Mais commençons tout d'abord par établir certaines vérités. Déjà, Pentaro et toute sa famille ne sont pas des pingouins mais des manchots. En effet, le terme anglais penguin qui est repris dans les jeux est un faux ami. En français, il ne désigne pas un pingouin, mais bien un manchot. Le premier jeu où apparaît un membre de cette célèbre famille est Antarctic Adventure sur MSX. À l'époque, le héros ne portait pas encore de nom propre, il était crédité en tant que Penguin. Dans Antarctic Adventure, il faut aider le pauvre manchot à avancer dans un style de jeu très particulier. En effet, ce jeu mêle habilement la plateforme et la course. Il se joue à la troisième personne, et le joueur doit faire courir l'oiseau marin à travers la banquise, lui faire éviter les crevasses et les ennemis qui lui feront perdre un temps précieux. Penguin doit traverser les stations scientifiques dans le temps qui lui est imparti. Il peut toutefois accélérer ou freiner comme il le désire. Comme souvent en 1984, ce jeu n'avait pas de fin. Le joueur recommence le jeu à l'infini jusqu'à ce qu'il perde. On pourra noter que ce jeu n'a strictement rien à voir avec Nyonkyoku Monogatari Antarctic Story, qui est un jeu inspiré du film Antarctica. 2 ans plus tard sort Penguin Adventure, une suite assez similaire, dont le nom de l'assistant réalisateur allait devenir ultra célèbre. En effet, il s'agit là du tout premier jeu de Konami sur lequel Kojima Hideo a travaillé. Dans ce jeu, Penguin, qui s'appelle désormais Penta, doit trouver une pomme d'or capable de soigner la princesse Penko, une manchotte rose. Un scénario ultra classique dans la veine des jeux de cette époque. On note toutefois quelques améliorations par rapport au précédent volet. Warp Zone à gogo, mais surtout échange de poissons crus contre de nouvelles capacités. Le troisième jeu de la série Penguin ne se trouve pas sur MSX comme les précédents épisodes, non, il est sur Famicom et se nomme Yume Penguin Monogatari. 5 ans ont passé depuis la dernière aventure et Penta s'est un peu laissé aller. Sa douce amie Penko le trouve un peu trop gros et commence à s'intéresser de très près à Ginji, un manchot charmeur portant admirablement bien le haut de forme. Penta va donc devoir affiner sa silhouette pour regagner le cœur de sa belle. Mais c'est sans compter sur Ginji qui va lui mettre des bâtons dans les roues, ou plutôt de la nourriture dans le gosier. C'est d'ailleurs le cœur du gameplay, car Penta change d'aptitude selon son obésité. Gros, il peut écraser les ennemis, alors que svelte, il maîtrisera le Mawashigiri.
Pour maigrir, il doit prendre des boissons diététiques. Le problème est que les ennemis lui lancent de la nourriture et il faudra l'esquiver. Attention, il ne faut pas confondre Penta avec le manchot de Penguins War sur arcade et MSX. Ce jeu de balle où l'on se bat contre des chats, des pandas et des koalas était développé par ASCII et non pas par Konami. Penta était tellement populaire sur MSX qu'il était en quelque sorte la mascotte et il était facile de confondre les deux palmipèdes tellement ils se ressemblent. Il fallait bien entendu compter sur Konami pour insérer Penta un peu partout. Et d'ailleurs, peu de gens savent que dans Nemesis 2 sur MSX, il est possible de l'incarner. En effet, le MSX avait 2 ports cartouches. En insérant Nemesis 2 dans le premier et Penguin Adventure dans le deuxième, Penta prend la place de Vic Viper. Le palmipède jette alors des cœurs et les capsules sont remplacées par des têtes de poisson. Cette astuce fonctionne également en insérant Twinbee à la place de Penguin Adventure. Un shoot réunissant Vic Viper, Penta et Twinbee, voilà qui rappelle un certain Parodius. Car une autre série où la famille Penguin a brillé est bien entendu Parodius. Dans le premier épisode, le joueur contrôle Penguin, le héros d'Antarctic Adventure, qui a très peur de louper son rendez-vous avec Penko depuis qu'il a décidé de s'engager aux côtés des Space Fighters. Le fameux Pentalo, quant à lui, n'arrive qu'à partir de Parodius Da, le deuxième épisode. Pentalo vient de la contraction de Penguin et Talo, un prénom très populaire au Japon. Il s'agit du fils de Penguin, ou plutôt Penta, qui est âgé de 9 ans. Il sera accompagné de son ami d'enfance et fiancée Hanako à partir du troisième épisode, Gokujo Parodius. Si dans cet épisode on apprend que Pentalo est devenu un fan d'armes à feu, dans la suite Jikyo Oshaberi Parodius, il sera complètement terrorisé par sa compagne qui s'est découvert un penchant pour la violence et les explosions. Mais les manchots n'apparaissent pas seulement en tant que personnages jouables, mais aussi en tant qu'ennemis récurrents. Enfin, il s'agit tout de même plus de manchots normaux que de Penguin en surnombre. Ils remplacent les tourelles que l'on trouvait dans Gradius. Ils se retrouvent souvent à faire des mimiques rigolotes, en DJ, en amoureux, et même en train de se reproduire. Les délires vont très loin. Par contre, Pentalo ne sera plus jouable dans Sexy Parodius. Devenu comptable de l'entreprise de la joyeuse bande de Parodius, il laisse sa place à Ivan et Toby des manchots d'élite. On peut tout de même le voir dans les petites scénettes. On retrouve d'ailleurs une armée de manchots dans Paro Wars, un jeu parodiant le RTS Cosmic Wars dans l'univers de Parodius. Une des coalitions disponibles se nomme les Nations Unies de Penta. Un des pays de cette union est le royaume Pentalo, dirigé par le roi Pentalo III aidé de sa compagne Hanako. Leur armée est bien évidemment constituée d'une multitude de manchots. On note également leur présence dans le tout dernier shoot parodique de Konami, Automedius. À la manière de Parodius, les manchots sont en surnombre et envoient des projectiles. Mais il arrive aussi que la famille Penguin se retrouve dans d'autres productions de Konami en tant qu'invité surprise. Dans Konami's Ping Pong, Penguin, ou plutôt Penta, puisqu'il s'agit de la même personne, apparaît à l'écran titre et se retrouve assommé par une balle de ping-pong. Il s'est aussi immiscé très discrètement dans la foule, applaudissant les balles gagnantes. On peut remarquer que dans la version Family Disc, ce n'est plus Penguin mais Discoon qui se retrouve la balle sur la tête. Dans la foule, ce n'est plus le manchot mais Donkey Kong Jr. que l'on retrouve. Il apparaît également dans Aino Majutsushi Mahjong 2 en tant que personnage jouable aux côtés de Goemon, du Moai et de Simon Belmont. Toujours sur MSX, il est mis en avant dans les cartouches Konami Game Master. Ce ne sont pas des jeux à proprement parler, mais des cartouches de triche qui permettent aux joueurs d'avoir plus de vie, de choisir son niveau et autres joyeusetés du genre. Une autre apparition discrète du manchot est visible dans Konami no Uranai Sensation sur MSX. Il figure même sur la jaquette du jeu et fait office d'assistant. On peut aussi le voir dans les YY World sur Famicom, des jeux dans lesquels le joueur se déplace dans le Konami World et traverse des mondes issus des différents jeux de la firme. Étonnamment, Pentalo n'est pas jouable dans Crazy Racers, un jeu de karting sur GBA où les différents persos de Konami se tirent la bourre.
On le retrouve toutefois ça et là, souvent en guise d'hôte qui nous invite à consulter des mails, etc. En revanche, on le retrouve dans un jeu assez récent puisqu'il s'agit de New International Track and Field sur Nintendo DS. En effet, dans ce volet du jeu de sport de Konami, il est possible de débloquer des personnages issus d'autres jeux et Pentaro en fait partie. Il a même sa propre épreuve, la luge ventrale sur la banquise. On peut aussi voir très discrètement Penguin dans Gradius Rebirth sur WiiWare. Dans l'intro du jeu, on peut discerner une capture d'écran d'Antarctic Adventure. On peut dire que même si la famille Penguin n'a jamais eu le statut officiel de mascotte, elle en a largement la carrure. Tout le monde a déjà vu au moins une fois un petit manchot bleu au coin d'un jeu, et pourtant, peu de monde est capable de l'identifier. Espérons, et même si les chances sont infimes, qu'ils ne seront pas oubliés et qu'ils reviendront un jour plus en forme que jamais. Je suis en 25p les amis, ça vous fait marrer, moi aussi ça me fait marrer. Bah regardez bien, je vais faire un tour en 25p et ensuite je ferai un autre tour en 25i. Et ensuite Alex vous expliquera quelle sera la différence entre ces deux modes. Regardez bien, vous devez les retrouver dans vos caméras, si elles sont un peu sérieuses. 25p, hop, 25i. Tadam! Eh ben c'est fou, c'est 2 fois plus fluide. Ah c'est incroyable, comment ça se fait Alex? Parce que P c'est progressif. Oui. Et 25i c'est I comme interlaced, donc entrelacé. D'accord. Et quand on est en entrelacé, eh ben il y a 2 fois plus d'images, tu vois. Regardez. Parce que chaque image est composée de 2 images différentes. Donc et voilà. en tout, il y a 50 images différentes. Donc qu'est-ce qui fait que sur les téléviseurs pourris, quand on passe un film en 25p, on a l'air d'être sur une image complètement vidéo? C'est qu'on est en fameux filtre 200 Hz, 400 Hz, 600 Hz que tous les constructeurs nous vendent à la con. Ah oui, les trucs qui fluidifient les films. Évidemment, évidemment. Et c'est ça le problème, c'est qu'en ce moment, tous les gens qui font de la vidéo, non, tous les gens qui veulent faire du cinéma ou peu importe, oh je me rate, oh, c'est pas grave, on continue quand même. Peu importe, en tout cas, sachez qu'il faut désactiver vos filtres sur vos télés de merde. Voilà. Parce que du coup, quand c'est du cinéma, on travaille en 25p et pas en 25i ou en 200 Hz et toutes ces conneries. Non mais oh.